problème, c'est qu'après, ici, il y a des gens qui vont pas aller à l'école pour prier. Il faudrait trouver une solution globale. Donc, allez, maintenant on commence. Allez, on est dans Parashat Vayishev. Bon, la Parashat Vayishev, déjà, pour un petit peu la situer au niveau de cette histoire passionnante qu'elle relate, elle se partage en trois parties. Il y a Yosef chez lui, l'histoire de Yehuda et Tamar, et Yosef en Égypte. Ça, c'est les trois volets de la paracha. Ce qu'on va essayer de faire, du moins à un certain niveau, mais on ne peut pas le faire entièrement, c'est essayer de coudre ces trois volets. Ce qui serait agréable, c'est de comprendre le rapport qu'il y a entre ces trois volets, la logique de l'histoire. Alors peut-être on ne va pas le faire sur les trois volets, mais peut-être l'un d'entre eux, à savoir le troisième. Dans le troisième volet, quand Yosef est en Égypte, il y a cet épisode avec la femme de Potiphar, avec la femme de son patron. D'accord, qui a posé ses yeux sur lui et qui ne désespère pas un jour passer à l'acte. Maintenant, est-ce que véritablement cette histoire est là, juste pour nous montrer que Yosef c'est un type bien? Est-ce que cette histoire est la trame obligatoire qui doit s'imposer dans le déroulement de l'histoire de Yosef? Vous posez la question, est-ce que peut-être, en lisant le premier chapitre, le premier volet, on nous parle d'un Yosef qui a des graves problèmes de famille, notamment avec ses frères. Maintenant, alors nous, quand on a fini de lire le premier volet, franchement, bon, on est partagé, bien entendu. On est tous déchirés de voir ce qui arrive à Yosef, d'être jeté dans un puits, d'être vendu par ses frères, etc. Mais on ne peut pas s'empêcher quand même, dans un coin de notre tête, de nous dire, il a bien cherché quand même. Franchement, il a bien cherché parce que, déjà, dès le début, on te plante le décor, Yosef, c'est une balance. Voilà, Yosef, c'est lui qui va rapporter toutes les actions que ses frères font, qui sont douteuses, qui sont pas très bien. Il va ramener ça à son père. C'est pas ses petits frères, c'est ses grands frères. Donc on est partagé, on est un peu déchiré quand on finit la fin. On dit bon, après on dit bon, c'est exagéré quand même. Hein, ils vont le tuer, ils vont le jeter, ils vont le vendre. Bon, après on a l'impression que c'est un peu disproportionné. C'est un peu bon, c'est un peu l'histoire d'Israël et des Palestiniens. On voudrait avoir de la peine, mais après, bon, c'est vrai que la réaction est assez forte. On est un peu déchiré comme ça. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, est-ce que véritablement cet épisode avec la femme de Potiphar n'est pas là dans la Torah juste pour rehausser Yosef dans notre estime? Ah, quand même, voilà, là, il y a une femme mariée, bon, juif, il est seul, waouh. Ah, là, je comprends pourquoi il est important. Tout d'un coup, on nous a replacé Yosef dans notre estime. Je ne pense pas que ça soit ça. Je ne pense pas que véritablement cette histoire est une histoire indépendante à comprendre juste sur le personnage. Bien entendu que tout ça a une trame, tout ça a un lien. Et c'est ce lien qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors ceux qui veulent, il y a des Chumashim ici et des Chumashim là. On va faire les Nishmat. Bien sûr, les Nishmat. Ah, monsieur Buton. Yosef. Yosef Bar Moshe. Non, sa mère, elle m'a dit là. Ah, Yosef. lui, il m'avait dit ça. Non, mais le nom de sa mère. Frecha. Bar Frecha. C'est ça. Moi, il m'avait dit Yosef Bar Frecha. Je crois que Yosef Bar Frecha. Alors vous avez donc cette histoire se place dans le chapitre 39. On va essayer de lire très rapidement le chapitre 39. D'abord c'est bien parce que voilà,
en dehors de la paracha qu'on écoute comme ça rapidement, au moins qu'on ait l'occasion de comprendre un petit peu ce qu'on dit. D'accord, chapitre 39, la méthode. Voilà, c'est le Khamishi. Alors, Veyosef Orad Mitzrayma. On revient. Juste avant, juste pour votre information, on parlait de l'histoire dont on a déjà abordé le sujet, c'est-à-dire qu'on a compris, de Yehuda et Tamar. D'accord? Donc là, la caméra revient sur Yosef. Yosef Orad Mitzrayma. Yosef a été descendu en Égypte. Vaikneu Potifar Seris Paro, Sar Tabachim Ishmitzi. Potifar, qui était un officier de Paro, Sar Tabachim, chef des gardes égyptiens, Ishmitzri, Miyad Ishmaelim. Il a acquis Yosef des mains des Ishmaelim, Asher Oridou Shama. Et c'est les Ishmaelim qui avaient amené Yosef en Égypte. Vayi Hachem et Yosef, et voilà que Hachem est avec Yosef. C'est un mot très fort, puisqu'on ne parle pas de Elohim, on ne parle pas de façon naturelle, c'est quelque chose de miraculeux. Normalement, un homme dans cet état, un enfant, un jeune homme de 17 ans, seul, dans ces conditions, arrivant dans un pays étranger, vous imaginez qu'il doit être complètement déchiré. Donc la seule façon de l'accompagner, c'est Yudke Vavke, c'est quelque chose de surnaturel. Et donc Dieu est avec lui, Vayi Ish Matzliach. Vayi Ish Matzliach, Yosef était un homme qui réussissait. Vayi Bevet Adonav Amitzri, et le voilà dans la maison de son maître, l'Égyptien. Vayar Adonav ki Hashem ito. Son maître a constaté que Dieu était avec lui. Vechol Hashem Wose, Hashem Matzliach Beyado. Tout ce que Yosef faisait, tous les domaines dans lesquels il agissait, il réussissait. Donc son maître constate qu'il a fait une très bonne affaire, en fait. En achetant Yosef, c'est pas une main-d'œuvre quelconque, il a acheté un cerveau avec ça. C'est le dernier modèle, il n'existait pas encore en Égypte. Vaïmtsa Yosef chen be'enav, et donc Yosef, obligatoirement, vu que ça sert ses intérêts, trouve grâce aux yeux de son maître, vaïcharet toto. Et Yosef se mit à le servir, sous-entendu, fidèlement. Vaïafkide ou albeto, au point où le maître l'a nommé responsable sur son foyer, sur son domaine. Vechol yeshlo natan beyado. Le Kitsur, il lui a donné la carte bleue avec le code confidentiel, la procuration sur le compte, et ta carte blanche ici, c'est toi le patron, tu fais ce que tu veux. Extraordinaire, le niveau de confiance auquel Yosef est arrivé dans un terrain hostile. Vayi me'az ifkid oto beveto ve'al kol asher yeshlo vayivarech Hashem et bet hamitzri biglal Yosef. Non seulement parce que quand on parle de réussite, c'est-à-dire qu'il y a rentabilité, mais là on fait référence à une réussite plus. C'est-à-dire que depuis qu'il avait nommé Yosef, depuis que Yosef était arrivé au niveau de premier responsable du domaine de ce Potiphar, alors les chiffres ont simplement grimpé en flèche de façon complètement anormale. Et donc, il a bénéficié de la bracha, Biglal Yosef, grâce à Yosef, bien entendu. Et il a eu donc une bracha dans tous les domaines, que ce soit dans la maison ou dans le champ. Ça veut dire dans le domaine familial, de gérer son entourage proche, Bassadé, c'est au boulot. Par tout ce qu'il faisait, il réussissait. Vayazov kol asher lo beyad Yosef. Écoutez bien. Vayazov kol asher lo. Il y a des mots ici qui sont d'une extrême importance. Il abandonna. Donc c'est le patron de Yosef qui abandonne tout ce qu'il a dans les mains de Yosef. Velo yada ito meuma. Et il ne s'est enquéri, enfin, il ne s'est mis à jamais rien demander de lui. C'est-à-dire, il n'y a aucun renseignement, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses faire demain,
Non seulement il lui fait confiance, mais même pas il lui demande des comptes, et même pas il lui demande une ligne de conduite, voilà un projet, qu'est-ce que tu vas faire, rien. Par contre, il ne lui a pas laissé le pain qu'il mange. C'est quoi le pain qu'il mange? Vous avez compris. Vayi Yosef Yefet Toar Vifet Maré. Et puisqu'on nous parle de sa femme, au passage, on te glisse l'information que Yosef était effectivement un beau gosse indescriptible. Yefet Toar Vifet Maré. Il est beau, charismatique, intelligent, toutes les qualités possibles, c'est-à-dire beau de l'intérieur et de l'extérieur. Vayi Achar Adevarim Aele Vatissa Eshet Adonav Etene Al Yosef. Donc après quelques épisodes, après l'avoir nommé à ce poste-là, donc Yosef devient indispensable. Tous les postes de la maison qui ont besoin de faire quelque chose, il y a Yosef par-ci, Yosef par-là, donc il est omniprésent. Et puisqu'il est omniprésent, donc Vatissa Eshet Adonav Etene Al Yosef. Donc cette femme qui vit en Égypte, bon, a priori, elle ne vivait pas à l'extérieur, mais vu que Yosef est omniprésent dans la maison, il devient indispensable, donc elle lève ses yeux vers Yosef, et elle y va franco, va Tomer Shirva Ini. Elle lui demande d'avoir une relation avec elle. Va Imaen, Yosef refuse. Va Yomer Elishet Adonav, et il dit à la femme de son maître, En Adoni lo yada iti ma babaït. Il dit, regardez, madame, le patron, il me fait une confiance telle qu'il ne me demande rien de comment va la maison. Voilà jusqu'où va la confiance que votre mari me donne. Et tout ce qui lui appartient, il me l'a confié. Il n'y a pas plus haut placé dans cette maison que moi. Et il ne m'a rien retiré, sans aucune restriction. La seule restriction qu'il m'a donnée, c'est vous, madame. Comment vais-je agir dans ce grand mal, Hara'a Gedola? Comment vais-je pratiquer cette grande trahison? Et je fauterai à Dieu. Un passage très intéressant parce que Yosef, au début, il a l'air de parler de bon sens. C'est à ce moment-là, on ne sait même pas s'il est religieux encore. On ne sait même pas s'il a encore la Emouna, s'il tient au bon. On sait que le bon Dieu, il n'a pas lâché. Bon. Mais il y a bien des gens que le bon Dieu ne les a pas lâchés, mais eux, ils ont lâché le bon Dieu. Et là, on voit que dans ces propos qui sont censés justifier ce refus d'aller plus loin avec elle, il lui dit donc, le patron me fait confiance, je ne peux pas lui faire ça. Il n'y a que vous que je ne peux pas toucher. Mais à la fin, il finit sa phrase avec une petite touche religieuse. Vechatati l'Elokim, si je le fais, je vais fauter à Dieu. Alors, c'est qui que tu vas trahir? C'est le patron ou c'est Dieu? Bizarre. Vayi kedabera el Yosef yom yom. C'est pas ça. Elle a pris un râteau la première fois, elle ne se décourage pas. Yom yom. Tous les jours, elle lui parle. Fais-moi ci, fais-moi ça, viens avec moi. Velo shama elea, lishkav etzla liyot lima. Et il n'a pas voulu l'entendre pour aller avec elle. Voilà. Lishkav etzla, il a refusé même les avances les plus anodines. C'est-à-dire tout contexte qui a amené une proximité de chair avec elle, même si ce n'était pas de véritables relations, il les a refusés, il s'en est éloigné. Vayi ki hayom hazeh, arrive ce jour-là, va y avoir baïta lasot melarto. Yosef vient à la maison pour faire son travail. C'est quoi son travail? Non, il y a deux avis. Il y en a qui disent c'est son boulot monach, et d'autres qui disent il est venu pour craquer. Voilà. C'est un homme aussi. Comme ça c'est marqué. Il est venu à la maison, la sot melarto, Rashi ramène, la sot srachav ima, pour faire ses besoins avec elle. Ça veut dire quoi ses besoins avec elle? On a compris. Il ne va pas aller aux toilettes avec elle. Ve'en ish me'anshe habayit sham babayit. Alors que ce jour-là, il n'y avait pas d'homme
dans la maison. Donc c'était le jour idéal. Donc c'est pas ça, c'est que on dirait que ça c'est pas dit vis-à-vis d'elle, parce qu'elle de toute façon elle ne le lâchait pas. Elle c'était du rentre-dedans tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, ce jour-là, lui savait que tout le monde allait à la messe. Et lui, ce jour-là, il était en bas. Et il s'est dit, bon, alors, ouais, aujourd'hui, là, il était cassé. Il a dit, aujourd'hui, il n'y a personne, je vais y aller. Va-t-il te passer ou bevigdo les morts shirvaimi? Et donc, ça ne manque pas. Donc, il y a l'approche de tous les jours. Elle le saisit par son habit. Elle lui dit shirva imi. Là, on ne peut pas être plus clair que ça. Vayazov bigdo beyada. Il abandonna son habit dans sa main. Vayanos vayetze achutza. Il se sauve et il sort dehors. Vayi kirota kiazav bigdo beyada. Lorsqu'elle réalisa qu'il a laissé son habit dans sa main, vayanos achutza. Il s'est sauvé dehors. Et qu'il s'est sauvé dehors. Alors vatikra l'anche beta. Alors, elle a fait appeler les gens de la maison, quand ils étaient revenus. Vatomer Lahem, elle leur a dit, il est mort en ces termes. Regardez, on nous a amené dans cette maison cet homme hébreu, l'hébreu dans le sens le marginal, le tzachek banu, pour jouer de nous. Il est venu, c'est voilà, ba elai lishkav imi, il est venu pour avoir une relation avec moi, va ekra bekol gadol, je me suis mis à crier fort. Alors les gens ils l'ont dit, et quoi vraiment, il a abusé de vous, patron? Non, alors elle dit, lorsqu'il a entendu que je me suis mis à hurler, alors c'est là qu'il a paniqué, il a oublié son habit qu'il avait enlevé pour faire ce qu'il il s'est sauvé, il est parti. Elle garda bien au chaud, elle le mit dans le coffre, l'habit que Yosef avait laissé dans sa main, jusqu'à que monsieur daigne rentrer à la maison. Et donc elle lui a dit, etc. Bon, on connaît la suite de l'histoire. Voilà, ça c'est le psukim, je pense, principal à voir ce soir. Ok. Bon, après, voilà, on sait très bien, quand il va rentrer, elle va lui dire... voilà ce que Yosef a essayé de faire, elle a la preuve dans sa main, donc lui, il peut trop rien dire, même s'il avait la totale confiance de son maître, mais cela ne va pas l'aider face à cette preuve accablante qu'elle a dans la main, et donc il va finir dans un trou, il va finir en prison pendant des années jusqu'à la paracha de la semaine prochaine. Alors regardez, on va essayer déjà, puisque on va dire le point de départ d'où on est parti, c'est essayer de savoir est-ce que cet épisode est un épisode à part entière. Est-ce que c'est une histoire qu'on pourrait raconter sans raconter le avant, sans raconter le après, ou véritablement elle a un rapport avec toute l'histoire de Yosef. Alors déjà, vraiment à vue de nez, si on essaye de comparer un petit peu le premier volet de la paracha, c'est-à-dire la vente de Yosef, et cette configuration, d'accord, on va faire l'analyse. On va trouver plusieurs points communs assez intéressants. Le premier point commun, c'est que Yosef, dans ce foyer, comme dans sa maison naturelle, il est la deuxième personne la plus importante. Ça va lui coller à la peau jusqu'à la fin de sa carrière, ça. Ça veut dire, chez Yaakov, Rachel n'est plus là, et il est donc l'enfant qui est assez mature parce que l'autre est encore nourrisson. Donc Yaakov n'a pas développé encore de sentiments vis-à-vis de Binyamin. Mais vis-à-vis de Yosef, c'est une toute autre histoire. Yosef a une relation tout à fait particulière avec son père. Donc si on devait prendre, on va dire graduellement, les personnes estimées dans le foyer de Yaakov, donc Yaakov est le premier, c'est le plus important, et en dessous Yaakov, il y avait Yosef. Ce qu'on retrouve exactement ici, que Yosef, très rapidement, la Torah nous a signifié qu'il monte de grade, son patron l'estime, jusqu'à lui vouer une confiance complètement aveugle. Et ce qui est
intéressant, c'est de constater que dans les deux cas, cette estime qu'on lui porte de plus en plus fort, de plus en plus puissante, lui porte préjudice. Parce qu'on a bien dit, cette femme ne l'a pas harcelé depuis qu'il est arrivé travailler là-bas le premier jour. Elle a commencé seulement lorsque Yosef était en haut de l'échelle, lorsqu'il arrivait à être le second de la maison. Donc, exactement à l'image de ce qui se passe dans son foyer avec ses frères, il est le deuxième, mais cette attention particulière que son père lui porte, cette place de deuxième qu'il occupe dans le foyer, lui porte préjudice. Il y a de la haine, il fait des rêves, et après il y a carrément de la jalousie. Ça, c'est le premier point commun entre la vente et cet épisode-là. Le deuxième point commun, qui est aussi bouleversant à mon goût, c'est que dans l'histoire de la famille de Yosef, dans la vente de Yosef, l'objet du délit, d'accord, l'objet sur lequel tous les sentiments négatifs vont se matérialiser. Pourquoi on le haït, pourquoi on le jalouse? C'est son habit. Et c'est son habit qui va lui être déchiré pour être trempé dans du sang d'animal et rapporté à son père. Donc l'habit va être la cause de toutes sortes de péripéties. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est aussi un habit, elle l'attrape par son habit, il lui laisse son habit, elle garde l'habit pour le faire montrer à son mari, et c'est ce qui va le refaire tomber en prison, le refaire partir de sa famille qu'il aurait pu vivre comme une famille d'accueil. Le troisième point qui nous amène à comparer ces deux situations, c'est que Yosef finit, dans l'histoire de ses frères, il finit dans un bord. Il est jeté dans un puits. Alors là, c'est vrai que dans l'histoire de la femme de Potiphar, il est jeté en prison, mais nous allons voir, dans la paracha de la semaine prochaine, lorsqu'il va sortir, c'est marqué « Vayiritsuhu minabor ». Lorsque les fameux maîtres et chansons et panetiers, ils vont faire leur rêve que Yosef va solutionner et qu'ils vont les deux louer les qualités de Yosef à Pharaon, Pharaon va immédiatement ordonner de faire sortir Yosef de prison. Et c'est pas marqué Vayotzi'u mibet asoar, c'est pas marqué qu'ils l'ont fait sortir de la prison littéralement. C'est marqué Vayiritsuhu minabor. Ils l'ont levé, ils l'ont sorti du puits, du trou. Donc les prisons là-bas, c'était pas des cellules, c'était des trous dans lesquels on mettait le prisonnier. Donc c'est intéressant de constater, dans la vente, il finit dans un puits, et dans l'histoire de la femme de Potiphar, il finit dans un puits. Il y a un autre détail, et qui va porter toute son importance après, sur lequel on reviendra. Comment dégénère la situation dans le foyer de Yosef? C'est marqué, Vayavé Yosef et Dibatam Ra'a. Yosef est parti porter des propos calomnieux au sujet de ses frères. Donc des propos Ra'a, de mal. Vous avez remarqué comment Yosef dit ici, quand la femme de Potiphar le harcèle et que lui veut argumenter, justifie son refus, il dit Ve'er et esse ara'a agedolaz. Intéressant. Ça commence par ra'a et ça finit par ra'a ici aussi. Ces 4 points qui nous amènent à comparer ces deux situations sont très intéressants. Mais faudrait-il encore comprendre en quoi cela engage la compréhension de l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire que, c'est plus des détails à ce niveau-là, que les éléments se répètent d'une manière aussi manifeste. Que dans sa vie, il retrouve exactement les mêmes éléments avec un changement de nom, avec un changement de décor, un changement de pays. Mais en fin de compte, il revit la même histoire. Alors pour ça, on va essayer déjà de comprendre de plusieurs points de vue en quoi consistait cette épreuve avec la femme de Potiphar. Quel était le but? Quel était le défi profond qui était lancé à Yosef? Alors dans un premier temps, on peut dire très simple, c'est le défi qui peut être lancé aujourd'hui à n'importe qui
dans n'importe quelle société, à partir du moment où il présente bien, et qu'il y a une pauvre secrétaire malheureuse parce que son mari la trompe, d'accord, c'est une situation qu'on pourrait retrouver aujourd'hui un peu partout dans le monde, un peu partout. Donc on peut imaginer que l'histoire de Yosef, voilà, c'est un peu le prémisse de ce genre de situation, c'est la personne de qui on va s'inspirer pour faire face à ce genre de situation malsaine. Et donc, ça voudrait dire que le défi qui lui a été lancé, c'est un défi purement physique, voilà. On va voir si c'est un type bien, c'est pas un type bien. Est-ce qu'il va craquer physiquement? Ça, c'est vraiment à première vue. Si on creuse un peu, on essaie de voir les choses, on va graduellement, un peu plus profond. On pourrait voir la situation quand même un peu plus instruite en disant, regarde, Yosef a toujours souffert du sentiment d'être rejeté dans sa famille, pas par son père, c'est vrai, mais c'est ce que la Torah nous a présenté. En tout cas, donc un enfant dont l'amour que son père lui porte va poser des problèmes à Yosef, va lui porter de graves préjudices. Et donc, Yosef, en fin de compte, a vécu ce traumatisme d'être rejeté, mais plus que rejeté, on a voulu le tuer, le jeter, le vendre, etc. Donc, on comprend qu'il vit avec ce sentiment d'être rejeté de sa famille. Maintenant, il a trouvé une famille d'accueil. D'accord? À la base, c'était un petit boulot, et ça s'est transformé vraiment en une confiance totale, absolue, aveugle, extraordinaire. Donc, on pourrait dire que la maison de Potiphar, c'est pas seulement un lieu de travail, c'est sa deuxième famille, c'est la famille d'accueil. Maintenant, le défi qui serait lancé à Yosef, c'est est-ce que lui va accepter, va vouloir cette famille d'accueil, va vouloir se guérir de la blessure du rejet en acceptant de faire quelque chose d'immoral. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour se débarrasser de ce sentiment dérangeant mais existentiel qui est la blessure du rejet? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que pour s'en débarrasser, voilà, on lui donne le moyen, tu peux t'en débarrasser, juste vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce qu'il va succomber à ça? Donc c'est déjà plus profond, c'est moins bestial qu'on l'a présenté au début. Ça, c'est la deuxième vision un peu plus profonde qu'on peut avoir. Bon, on va essayer ensemble de développer une vision encore plus profonde que cela. Mais pour pouvoir expliquer cette troisième vision, on va avoir recours à deux midrashim. Deux midrashim que Rashi rapporte dans le cadre de cette paracha. Revenons à l'histoire de la vente. On va voir ce Rashi. Voilà. Voilà, magnifique. Ok. Yosef est envoyé de son père pour aller voir comment vont ses frères. Bon, ben, ça c'est quelque chose aussi de très 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 mystérieux. D'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui quelque chose qui m'a interpellé parce que il y a une grande question. Comment ça se fait qu'entre le moment où Yosef va être sorti de prison, il va avoir les pleins pouvoirs, pas sur la maison d'un ministre, mais sur le palais de l'Égypte. Les pleins pouvoirs. Tu peux pas. Même les Égyptiens, originaires de là-bas, ils n'y rêvent pas une place comme ça. À partir de ce moment-là, pourquoi Yosef n'a pas donné signe de vie à son père? Ça, c'est une grosse question. Parce qu'il y a quand même une dizaine d'années qui s'est écoulée entre le moment où il est devenu vice-roi d'Égypte et le moment où ses frères sont venus chercher de la nourriture, ils sont venus chercher des recharges. Pendant ces 10 ans, tu n'as pas un signe de vie. Ton père, il doit être malheureux comme tout. Tu vas faire revivre, tu ne veux pas savoir, il est vivant, il n'est pas vivant. Il aurait pu envoyer des espions, mais d'une façon très indirecte. J'ai lu un Pérouche qui m'a contenté aujourd'hui. Hein? Il l'a pas fait? Ben non, il ne l'a pas fait. Jamais. Il a attendu que ses frères viennent. Il y a plein de pistes, il y a pas mal de réponses. C'est la réponse que j'ai aujourd'hui. Il n'a pas fait parce qu'il savait. Hein? Il savait qu'il allait bien, qu'il avait son père. Non,
Non, il ne savait pas. Il était dans le doute. Non, il ne savait pas. Il ne savait rien du tout. C'est quand même étonnant. Ouais. Il s'est passé quand même... il s'est passé 20 ans. C'est pas une somme. Tu me dis, bon, quand il a eu sa promotion chez Potiphar, il n'a pas appelé, bon, parce que c'est pas la peine de remuer le problème, on n'a pas encore eu. Enfin, pas encore. C'est une autre époque, c'est une autre vie. Tes frères, ça se trouve, ils sont déjà grands-parents, ton père, il est arrière-grand-père, bon, ça y est. Profite au moins de la fin. La réponse que j'ai aujourd'hui, elle m'a beaucoup plu parce que ça semble très, très, très vrai. Yosef avait en lui, parce que vous avez compris qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé quand il est arrivé chez ses frères. Il savait que ça allait mal, mais au point de décider de le tuer, non, alors venez on le jette, alors venez on le vend, jamais il s'imaginait un truc pareil. Je sais pas, ils vont lui faire un croche-patte, ils vont lui casser les bras, péter le genou, ils vont faire un truc qui va le déranger dans sa vie, mais jusque-là, il ne pensait pas, ça lui est tombé sur la tête quand même. Eh bien, jusqu'à que ses frères descendent en Égypte, il n'avait pas exclu la thèse d'un père complice. Il s'imaginait que peut-être Yaakov l'a envoyé, parce que quand Yaakov l'a envoyé, il ne lui a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit il va faire telle chose. Il s'est dit peut-être c'est un complot. Peut-être c'est un complot. Parce que rappelez-vous, lors du deuxième rêve que Yosef il a fait avec les étoiles, le père là il a poussé une gueulante. Vaïgar Boaviv. Quand il a fait le premier rêve avec les épis de blé qui se prosternent devant lui, son père il n'a rien dit. Après quand il a fait le rêve avec les étoiles, alors le problème dans les étoiles c'est qu'il y avait la lune et le soleil. Le soleil c'était son père, la lune c'était sa mère. Et c'est là que son père il a réagi. Vaïgar Boaviv, son père il a engueulé. Mais d'un autre côté, la Torah te dit, il a engueulé, alors je ne sais pas si c'était vraiment sincère ou profond, est-ce que c'était juste la façade vis-à-vis des frères. Et Yosef pensait à l'intérieur de lui que peut-être son père était dans le complot, tout simplement. Donc je reviens à ce qu'on disait. Ça lui tombe comme ça d'un coup. Maintenant, quand on regarde le texte, quel était le plan des frères? Parce que les frères, c'est loin d'être des imbéciles. D'accord? C'est pas des racailles qui se sont dit on va le fumer, on va se le faire, etc. Ils sont assis, ils ont dit bon allez, de quoi on l'inculpe? C'est quoi son problème à lui? Ils ont commencé à sortir des chefs d'inculpation, machin, il est malchine, c'est un bogued, c'est un traître, il risque de devenir dangereux, c'est bon, c'est un mégalo. Ils ont jugé l'affaire. Objectivement, Vadaï que non. Mais ils ont jugé l'affaire. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils décident de faire à la fin de cette réunion fraternelle? Ils disent, on le tue. D'accord? C'est ça la première décision. On le tue, et qu'est-ce qu'on fait avec papa? Ils disent, avec papa, on va prendre la tunique, on va la tremper, on va le dire, Chaya Ra'a Khalatu. On va dire qu'une bête féroce l'a dévoré. Ok. En fin de compte, il y a Réhouven qui intervient. Réhouven il dit non, on va pas commencer à verser du sang. Achinu Bessarenu, en fait, bon, c'est le même sang qui coule dans ses veines quand même, c'est notre frère. Non, il ne faut pas verser du sang. En fait, Réhouven, il voulait voter contre à la base. Mais il y avait les 9 autres qui étaient là avec une véhémence assez particulière. Alors, lorsque tout le Tzibour, ils sont dans un sens, et que toi, tu es complètement à l'opposé, tu ne vas pas te faire remarquer. Alors, tu donnes une idée, bon, peut-être c'est pas la peine de faire ça. Maintenant, Réhouven les a convaincus, en tout cas, de ne pas agir. Ils n'ont pas fait comme Réhouven, il a dit. Parce que Réhouven avait préconisé, il dit, on va le prendre, vivant. Au lieu de le jeter mort dans le puits, on va le jeter vivant dans le puits, et on va laisser faire le bon Dieu là-bas. Réhouven, il a fait, venez, on fait un homicide un petit peu indirect. Voilà. C'est pas nous qu'on le tue, c'est la nature qui l'a tué. Ça, c'était l'idée de Réhouven. Après, c'est Yehuda qui est intervenu et qui a dit non, on le sort de là et on le vend. D'accord? On s'en débarrasse.
Maintenant, quand ils ont changé de plan, ils ont changé sur quel point? Parce que leur plan, il était partagé, il était composé en deux parties. Première partie du plan, on tue. Deuxième partie du plan, on dit à papa qu'il a été dévoré par Chaya Ra'a Achalatu, une bête sauvage l'a dévoré. Donc normalement, quand ils ont changé de plan, sur quelle partie ils ont changé de plan? Sur les deux parties? Bah non. Juste la première. Juste la première. Ils ont, en fin de compte, l'intervention des Rouven et de Yehuda a fait en sorte qu'ils l'ont pas tué. Mais bon, sur le scénario, il reste le même. Ça n'y a pas de problème, on va dire à papa. Quand ils arrivent chez Yaakov, il n'y a pas un mot de bête sauvage. Ils ne parlent pas de bête sauvage. Ils amènent la tunique ensanglantée. Il lui dit Hakerna, Ketonet Bidchahi, voilà. Est-ce que tu reconnais, papa? Est-ce que c'est la tunique de ton fils ou pas? Mais il ne parle pas de bête sauvage. Et c'est Yaakov, Vayakira, la Torah dit. Yaakov l'a reconnu, Vayomer, Ketonet Beni, il dit oui, c'est la tunique de mon fils, Chayara Chalatou. C'est phénoménal. Même, tout le monde passe à côté, personne ne voit ce truc-là. Mais c'est énorme. C'est bizarre quand même. C'est super bizarre. Parce qu'il avait quand même. Il a été étonné. Mais la névoie, elle n'est pas entière, parce que s'il a la névoie, et la névoie que Yosef il est vivant, et il ne va pas commencer à se mettre en deuil, il ne va pas déprimer. Il voit le début, la fin de l'histoire et il peut pas. Enfin, il serait Mais pas capable. alors attends, Chazakoubo, tu dis quelque chose de super important, mais en partie seulement. En partie. Parce que ce que tu vas dire, Rachid va s'en servir, mais dans un autre sens. C'est pour ça que je vous ramène ça d'ailleurs. Mais déjà, prenez conscience de ce qui est en train de se passer. C'est que c'est eux qui avaient prévu de parler de bêtes sauvages. En fin de compte, ils n'en ont pas parlé du tout. Et c'est Yaakov, quand il constate la tunique ensanglantée, qui dit « Waouh, une bête sauvage, elle a bouffé. » Attends, t'étais là-bas, t'étais avec eux, quoi. Tu savais ce qu'ils allaient te dire ou tu l'as dit? Et Rachid, sur place, pour essayer de nous calmer, il amène un midrash qui va dans ton sens, Michel. Nitznetza bo ruach hakodesh. Il a eu comme des flashs. Mais c'est pas une névoie claire. Il a eu une intuition, voilà, il a une intuition. Attends, quelle intuition? T'as pas vu laquelle? Sopho, Shetit Garebo et Shet Potiphar. C'est qui la bête sauvage qui va le dévorer? Potiphar. C'est la femme de Potiphar. Donc lui, quand il dit ça, en fait, sans savoir ce qu'il est en train de dire, il est on va dire, son esprit lui fait dire des choses que le roi Hakodesh, son inconscient avait, comme quoi, mais il va se faire bouffer par la femme de Potiphar, par une bête sauvage. C'était ça. Mais ce midrash est très, très, très bizarre. Ça, c'est un premier midrash que je vais voir avec vous. Bon, ce midrash, vous avez compris qu'il pose problème déjà. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Quel rapport si on te ramène la tunique de ton fils et toi, tu es déjà dans Potiphar? Je vois pas le rapport. Et en plus, pourquoi c'est Yaakov qui le dit? C'est pas Yaakov de dire ça, son frère de dire que c'est une bête sauvage. Et Yaakov, il n'était pas là-bas. Toi, Yaakov, son rôle, c'est de poser des questions. Où vous avez trouvé, quand, à quelle heure vous étiez là? Est-ce que vous l'avez vu? C'est pas Yaakov de dire ce genre de choses. Ok. Ça, c'est un premier midrash. J'ai dit pour comprendre les choses plus profondément, on va voir un deuxième midrash que Rashi ramène aussi au moment où Madame Potiphar passe à l'acte. Vous vous rappelez, Vatit Pessé ou Bevigdo, elle l'a saisi par son habit. Est-ce que ici il ramène un midrash entièrement? Il ne ramène pas le midrash ici. Alors, quand c'est marqué ici, Vatit Pessé ou Bevigdo, elle l'a attrapé par son habit. Le midrash nous dit, voilà. Oui, bon, c'est bien, ouais, il ne l'amène pas ici, c'est bizarre. Il l'amène ailleurs. Ouais. En fait, on dit comme ça, quand elle, comme je vous ai raconté, Yosef, il est venu ce jour-là, d'après certains, pour craquer. D'accord? C'était le jour où il avait prévu qu'il laisserait les choses un peu se laisser faire naturellement. Et lorsqu'elle l'a saisi par son habit, Rachid ramène, à ce moment-là, il s'est mis à voir
par la fenêtre l'image de son père, le visage de son père. L'année dernière, on avait donné une explication à ça. Il y a 70 façons de comprendre la Torah. Il avait vu l'image de son père. Et le fait de voir l'image de son père, alors ça l'a tout de suite refroidi. Bon, la vérité, c'est bien quand on a 7 ans, 8 ans. Ça nous suffit, ouais, parce que quand on a 7-8 ans, attends, si ton père il était là, j'aurais pas fait. Mais après, quand on parle de l'âge de Yosef et de la situation dans laquelle il est, après ce traumatisme, ces circonstances, l'image de son père, Yosef, il n'a pas les forces lui-même. Pourquoi Rachid, à travers ce midrash, il rapporte les choses au père? Et ça veut dire que Yosef lui tout seul, n'avait pas les forces de surmonter cette épreuve. Le Rav Forman, il ramène ça, une scène qui lui est arrivée. Il dit un jour, ils avaient invité une dame Shabbat à la maison. Aux États-Unis, là-bas, quand on parle d'invité, c'est pas comme en France ou en Israël. Il y a cet esprit un petit peu suspicieux. On n'invite personne avant d'être sûr que c'est pas un terroriste. Aux États-Unis, c'est très large. Là-bas, c'est connu. Il y a toujours 2 rangs dans les choules. Et le mec, avant de sortir, s'il voit que tu es assis là-bas, il a compris que tu es seul. Et ils sont là à se dépêcher de sortir de l'office pour aller inviter tous ceux qui n'ont pas de maison. Et il y a une confiance très large par rapport à ça. Ça, on ne peut pas le relever. Et il raconte un jour, il avait une dame qu'il avait invitée à un Shabbat midi. Et bien, ils attendent 10 minutes, un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, la femme, elle arrive toute essoufflée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous ne pouvez pas imaginer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Heureusement. Et quoi? Racontez-moi. Je me suis fait agresser par quelqu'un. Il a voulu abuser de moi. Il m'a suivi, après il arrive à mon niveau, et il voulait me faire... Alors, qu'est-ce que vous avez? Je lui ai dit, et si votre mère, elle vous voyait, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Mais bon, c'est nul, c'est un peu ce que Rachid dit, ça tient pas debout, c'est cette histoire. Il a vu l'image de son père, surtout d'après ce qu'on vient de dire maintenant. Si Yosef, dans un coin de sa tête, pensait que peut-être son père était dans le complot, ça fait quoi qu'il voit son père? Pourquoi on a besoin de ça, cette histoire du père? Ben, c'est un midrash qu'on a grandi avec, on nous a tous vendu ça dans notre petit cerveau de gamin, mais en fin de compte, c'est super suspicieux ce midrash, c'est bizarre. Surtout devant cette pulsion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? Mais il a toutes les raisons de dire le contraire. Alors, il y a mon père, qu'est-ce qu'il y a? Mon père, il est moine ou quoi? Ça aurait été plus logique de voir sa mère. Hein? Ça aurait pu... Ouais, voir sa mère à la rigueur, voilà, tu me dis sa mère, bon, ça va le refroidir, ça va le plonger dans la peine. Hein? Son père, c'était l'exemple même de la voiture, il n'a pas de... Comment il pouvait penser ça? C'est pas imaginable. C'est quand même, on parle de Yaakov. Ouais. C'est dur de comprendre, Donc ici, Yosef, il a 4 femmes, et il y a aussi des histoires. Un jour, on lui dit que c'est Rachel, en fait c'est Léa. Un jour, il doit retrouver l'autre. Il se marie, ça lui fait pas 2 femmes, il prend Bilhaz, il part. Enfin, ce shalom, je ne suis pas en train de peindre un tableau dévalorisant, mais ça va, c'est un homme. Ça manque de quelque chose. C'est quoi cette histoire de son père? C'est bizarre. Alors en fait, l'histoire de son père, en fait, ce midrash nous amène, pour pouvoir le comprendre, on va être obligé de relier un petit peu différents passages, différentes similitudes que la Torah nous exprime au niveau du père comme au niveau de Yosef. Il y en a une qui est très forte, parce que jusqu'à la fin de la vente, donc les enfants viennent voir Yaakov, ils lui font monter la tunique. Yaakov nous dit cette phrase prophétique,
Chaya ra'a chalatu, d'accord, très bien. Une bête sauvage l'a mangé ou va le manger, peu importe. Voilà. Alors, attendez. Et ensuite, voilà. Là, maintenant, on est dans un épisode beaucoup plus humain. Vaikra Yaakov Simlotav. Yaakov a déchiré ses habits. Il a mis un sac, comme les gens en deuil ont l'habitude de faire. Vait Abel Albeno Yamim Rabim. Il s'est endeuillé sur son fils énormément de jours. C'est plus que la normale. Il ne s'est jamais remis de l'histoire de son fils. Vayakumu Kol Bana Vechol Benotav. Et sont venus tous ses fils et toutes ses filles. Bon, alors, il y en a qui diraient, bon, les filles, qui c'est ses filles? On connaît une fille, non? Il n'a pas plusieurs filles. Alors, c'est une des sources à partir duquel les Chachamim déduiraient que chaque enfant qu'il a eu est né avec une jumelle. Hein? T'as entendu ça, d'accord? Donc c'était ses filles. Ou bien, on peut dire que c'est ses belles-filles. Tout simplement, les femmes avec lesquelles Reuven, Shimon, Lévi se sont mariés, c'est comme ses filles. En tout cas, toute la famille était autour de Yaakov, les Nachamo, pour le consoler. Et qu'est-ce que dit la Torah? Vaïmaen leitnachem. Vaïmaen, carrément. C'est pas qu'il n'a pas réussi. Il refusa d'être consolé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, il a refusé d'être consolé? Explique Rashi ce phénomène. C'est Akadosh Baruch Hu a fait en sorte dans la nature humaine que face à des coups tels que perdre un proche parent, qui vont fragiliser l'être humain profondément, cette blessure, avec le temps, s'atténue. D'accord? Il y a des délais. Effectivement, on parle de 5 jours, 30 jours, 11 mois, 12 mois. Après, bon, ça ne veut pas dire que ça s'arrête du jour au lendemain. Mais on va dire que c'est une moyenne. C'est une moyenne qui fait en sorte qu'après, voilà, il y a aussi la suite et il faut aussi se relever de ce genre de coup de massue. Maintenant, on voit que Yaakov, les années passent, il ne se calme pas. Il n'y a rien, il ne lâche pas un sourire, sa vie a complètement changé, elle s'est complètement assombrie. Et Rashi explique qu'en fin de compte, ce phénomène d'avoir la capacité d'oublier un être qui comptait énormément dans notre vie, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'être humain, mais à condition que ce dernier ne soit plus de ce monde. Ça veut dire que s'il y a disparition, sans preuve, et que l'autre véritablement est vivant, alors on ne se remet jamais de ça. Là, il n'y a pas ce phénomène. C'est-à-dire que ce bénéfice, ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné d'avoir la capacité d'oublier et d'aller de l'avant, c'est seulement si la personne n'est plus de ce monde. Mais si la personne est encore là, alors le deuil continue. Là, la personne n'arrive pas à s'enlever de la tête. Vaïmaen leitnachem. Il a refusé d'être consolé. Ce qui est troublant, c'est qu'on a lu ensemble un peu, voilà, la paracha de l'histoire de Potiphar, de la femme de Potiphar. Et lorsque véritablement cette femme lui a fait ses avances, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Torah a dit? Voilà. Vatomer Shirvaimi, elle lui a dit, viens avec moi. Vaïmaen, Yosef a refusé. Exactement le même mot. Il l'a employé 2 fois dans la Torah. Dans le chapitre 37 et dans le chapitre 39. Dans la même paracha. C'est-à-dire que tu peux pas passer à côté. Que de faire le pont entre les 2 refus. Ça veut dire quoi? C'est que le refus de Yosef est lié au refus de Yaakov. Pourquoi Yaakov refuse d'être consolé? Parce que Yosef est vivant. D'accord? Même si j'ai entendu qu'il a disparu, qu'il a été dévoré, on m'a raconté toutes sortes d'histoires, mais il y a une case dans son subconscient qui sait profondément que Yosef est vivant. Yosef, de son côté, le mieux à faire, c'était d'oublier sa vie d'avant. Il s'est fait rejeter, vendre, il a failli se faire tuer. Normalement, il aurait dû oublier sa vie d'avant. Et comme je vous l'ai dit, peut-être même il pensait que son père il faisait partie du complot. Mais il y avait une case dans sa tête qui disait mais peut-être que non, et peut-être pas.
Et peut-être, comprenez, c'est ce genre de torture qu'il avait Yosef dans sa tête, de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut de moi? Mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le cheminement? Où on veut m'amener à travers ça? Et donc c'est ce refus de Yaakov d'oublier qui fait directement le lien avec le refus de Yosef de se laisser aller à la tentation de Madame Potiphar. Parce que les deux savent dans leur subconscient que personne n'a oublié l'autre. Ça, c'est déjà un élément qui nous aide à comprendre le Midrash, dans lequel on dit Yosef, il a vu son père dans la fenêtre. C'est l'image de son père. C'est-à-dire que en disant ça, on essaye de te ramener au refus de son père, à la volonté de ne pas oublier l'autre. Et c'est cette volonté de ne pas oublier sa maison familiale qui aide Yosef à ne pas succomber à la tentation. Alors ça, c'est déjà un point. Maintenant, tout à l'heure, au passage, quand on avait parlé des similitudes entre la vente de Yosef et l'épisode avec Madame Potiphar, vous avez vu, le dernier, c'était le mot Ra'a. L'histoire commence par Dibatam Ra'a, il amène des propos calomnieux sur ses frères, et elle finit par comment vais-je pratiquer ce grand mal, Ra'a Gedola vis-à-vis de mon patron. Alors sachez que cette paracha contient plusieurs fois le mot Ra'a, à plusieurs épisodes. Certains connus, d'autres que je suis sûr, même si vous connaissez la paracha par cœur, vous aurez moins soupçonné. Effectivement, le premier, c'est les propos calomnieux de Yosef. La deuxième fois où c'est marqué Ra'a dans la paracha, c'est au moment où les frères préconisent de dire à Yaakov, une bête sauvage l'a dévoré. Chaya Ra'a Chalatu. La troisième fois, vous la devinez, c'est quand Yaakov lui-même reçoit la tunique ensanglantée, et c'est lui qui dit, une bête sauvage l'a dévoré. La quatrième fois, c'est beaucoup plus fin, puisqu'on nous raconte que Yehuda a fait 3 enfants, et le premier, il s'appelait Er. Et la Torah, d'ailleurs, au passage, elle nous fait plaisir, elle nous fait une petite blague comme ça, un petit jeu de mots. Vayi Er Ra Be'ene Hashem. Le premier fils de Yehuda, qui était marié avec Tamar, qui a refusé donc d'avoir des enfants avec elle, s'appelait Er. Et le jeu de mots que la Torah nous propose, il regarde, mais le mot Er, qui était le prénom du premier fils de Yehuda, à l'envers, ça fait Ra. C'est pas les rabbins qui font ce jeu de mots, c'est la Torah elle-même. Vayi Er, et ce fut que Er, Ra Be'ene Hashem, était mauvais aux yeux d'Hachem. Il s'est mal conduit. Donc la quatrième fois, c'est Er. La cinquième fois, c'est son frère. Lorsque Er il est mort, c'est marqué que Onan s'est comporté de la même manière que son frère Er. De la même façon que Er refusait que Tamar tombe enceinte, Onan a refusé aussi que l'épouse qu'il a pris de son frère défunt tombe enceinte, pour les mêmes raisons. Et c'est marqué Vayera Be'ene Hashem. Et cela a déplu énormément aux yeux d'Hachem. Par contre, ce n'est pas marqué Vayera Be'ene Hashem au niveau de Onan. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Mais sur ça, c'est marqué, en tout cas, le comportement de Onan a déplu aux yeux d'Hachem. Ça, c'est la 5e fois. Et la 6e fois, la dernière fois, c'est au moment où Yosef dit comment vais-je pratiquer ce grand mal vis-à-vis de mon serviteur et je fauterai vis-à-vis de Dieu. On a posé la question. Dis-moi, tu ne veux pas aller avec elle par rapport à ton patron ou par rapport à Dieu? Peut-être les deux aussi, mais pourquoi il le met comme ça dans le fond? En fait, tout ça, ça nous pousse à faire le lien qu'il y a entre... En fait, cette histoire, voilà, elle commence par une ra'a et elle finit par une ra'a. C'est-à-dire que cette histoire nous est ramenée pour nous raconter comment Yosef a bouclé la boucle. C'est comme tu appuies sur un bouton d'une machine, mais tu ne sais pas tout ce que la machine elle va déployer comme énergie, comme mécanisme. Après, ça part tout seul. Lui, Yosef, a commencé avec ce ra'a, avec un ra'a peut-être humain, ou pas très galant, pas très classe, pas très noble, je suis d'accord, mais il rapporte des propos calomnieux sur ses frères. Il dit Batam ra'a. Mais donc, en faisant ça, il enclenche une machine. Il y a une machine infernale qui se met en route.
et qui va finir à la fin, cette machine infernale va cesser au moment où Yosef va dire, cette fois, c'est lui qui va utiliser ce terme en disant « Je ne peux pas faire ce grand mal à mon patron ». Alors, on va... En fait, le dessin qu'on est en train de faire ensemble, de cette paracha, de cet ensemble, nous donne un peu le résultat suivant. C'est qu'on a l'impression, comme vous l'avez remarqué, à travers ces similitudes, qu'il y a une sorte de remake. Comme on avait vu avec Rachel, vous vous rappelez, par rapport au Doudaïm, l'histoire, le traumatisme du mariage, c'est un peu ce que Yosef est en train de vivre ici. C'est le remake de sa propre vie, le remake de ses traumatismes. On dirait qu'on le met dans des mêmes conditions, et on va voir maintenant comment il va agir. C'est une fois qu'on a vu maintenant, ce qui est intéressant, nous on a vu les similitudes. Ces similitudes nous apportent l'information que ce qui s'est joué chez son père se joue dans la maison de Potiphar avec sa femme. D'accord? Ça, on l'a bien compris, ça c'est enregistré. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est les différences qu'il y a entre ces deux circonstances quasi identiques. La première, on en a déjà parlé rapidement la dernière fois qu'on s'est vu, la première c'est l'habit. Alors que la première fois, l'habit lui a été arraché, l'habit, on va dire, qui était l'objet du délit, qui a tout entraîné. Donc cet habit lui avait été arraché. Cette fois, quand on lui prend l'habit, il décide de s'en défaire lui-même. D'accord? Donc là, on voit, Yosef a conscience de ce qui s'est passé avant, et il a conscience au moment où elle l'attrape par l'habit, et c'est pour ça que c'est marqué Vayazov Bigdo Etzla. Il a... Alors, même sur ça, bon, après on va développer un peu. La différence aussi, c'est au niveau du Ra'a. Regardez. Dans l'histoire de la vente de Yosef, Yosef est jeté dans le puits parce qu'il rapportait des propos mauvais au sujet de ses frères à son père. Maintenant, c'est exactement le contraire. Dans le premier contexte, Yosef, il faisait du Ra'a, et donc ça a amené tout ce que ça a amené. Ça l'a amené dans le puits, voilà, pour faire simple, du début à la fin. Il disait du Ra'a, ça l'a fini dans le trou. Ok. Maintenant, c'est exactement le contraire qui se passe. Maintenant, il refuse le Ra'a, alors il va finir dans le trou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui se présentait une situation où il pouvait refaire la même chose que la dernière fois, mais s'il faisait cette chose, là, il aurait été sauvé à la rigueur. Et la troisième différence, justement, c'est cette trahison. En fait, c'est très simple. En quoi c'est exactement identique ce qui se passe? On a dit que Potiphar joue un peu le rôle du père. D'accord? Potiphar joue le rôle de Yaakov en Égypte. Madame Potiphar, elle joue le rôle des frères. Parce que c'est elle qui va l'accuser. C'est à cause d'elle qu'il va finir au trou. Comme les frères. Maintenant, Yosef, allez, on va prendre des raccourcis. Yosef faisait le faillot avec son père, d'accord? Okay. Il allait, hein, papa, tu fais ça, papa, tu fais ci, papa. Alors, il était omniprésent, il accaparait son père. Et son père, bon, on va dire, pas tombé dans le piège, mais il a joué le jeu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a attiré toute l'attention vers lui, et il a fait montrer une sorte de loyauté. Mais cette loyauté, qu'est-ce qu'elle importait? Cette loyauté que Yosef avait vis-à-vis de son père. Qu'est-ce qu'elle allait apporter dans son contexte à lui? Elle allait apporter tous les méfaits qu'on a connus après. La jalousie, la haine, la rancœur, le jugement, etc. Et bien là, l'enjeu, c'est exactement le contraire. C'est cette loyauté. Quand tu attires l'affection de quelqu'un vers toi, comme il a attiré l'affection de son père vers lui. Là, il a fait la même chose en Égypte. Il attire l'affection de son maître vers lui. Il fait la même chose. Maintenant, cette loyauté-là,
On va voir maintenant, est-ce que cette loyauté, tu vas l'avoir que pour ton intérêt, que parce que ça t'arrange, ou tu vas avoir une véritable loyauté, quitte à ce que cette loyauté devienne dangereuse pour toi. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y avait deux scénarios possibles. Ou Yosef accepte d'aller avec cette femme, et là, effectivement, à elle de ne rien dire. Peut-être si elle tombait enceinte, bon, elle aurait dit à son mari que c'est de lui, elle n'aurait pas dit que c'est de Yosef. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Yosef aurait gagné la sympathie, les sentiments de son patron, et il aurait continué comme ça encore pendant des années. Ce qu'il aurait refait la même histoire que chez Yaakov. C'est-à-dire, est-ce qu'il a pris une leçon de ce qui s'est passé chez Yaakov? Tu as attiré vers toi une affection particulière. Mais est-ce que cette affection, en fin de compte, tu ne l'as pas mis avec des œillères? Vous comprenez? C'est ça le problème. Parce que c'était sympathique vis-à-vis de toi, oui, mais si ça devenait nocif vis-à-vis des autres, ça, tu n'en avais rien à faire. Est-ce que tu as retenu la leçon? Maintenant, la même chose. Ton patron, il te kiffe à mort. Maintenant, elle te demande d'aller avec elle. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que ce qui t'importe, c'est d'être aimé? Peu importe les conséquences morales, ou bien non. Tu veux dire non, loyauté, c'est dans le cadre de la morale. Maintenant, si après ça se retourne contre moi, bah, moi je ne veux pas. Vous comprenez l'enjeu? C'est qu'il est en train de réparer, pas seulement de réparer, de prouver que l'affection qu'il a attirée de son père, c'était une affection saine, morale, qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire du mal à ses frères. C'était pas ça son intention. Maintenant, on le voit au niveau du texte, tout ce qui s'est passé. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est de remarquer aussi, Vayazov, c'est marqué, il a abandonné son habit dans sa main. Mais c'est marqué Vayazov qui sur Potiphar. Potiphar a abandonné tout ce qu'il avait dans les mains de Yosef aussi. C'était justement pour qu'on fasse le pont et qu'on voit. Maintenant, là, il se rejoue quelque chose. Maintenant, il a la sympathie de son maître. Est-ce qu'il va être loyal jusqu'au bout avec lui ou pas? Alors maintenant, tout ça nous amène à comprendre la chaîne de Ra'a qu'on a, vous savez, c'est 6 fois le mot Ra'a. On a dit que le premier est lié au dernier. Mais maintenant, il faut expliquer chacun en fur et à mesure. Et c'est très facile. Et on finira avec ça. En fait, c'est le mot clé, c'est le mot qui nous... C'est la trame un petit peu de toutes ces histoires. De l'histoire du chapitre 37, 38 et 39. Je vais dire pourquoi. En fait, ce qui a amené à ce que les frères envisagent le scénario de dire à Yaakov qu'une bête sauvage l'avait dévoré, Chaya Ra'a, Khalatu, à cause de quoi? C'est-à-dire le deuxième Ra'a, il était à cause de quoi? À cause du premier. Pourquoi il y a eu le deuxième Ra'a? Pourquoi est-ce qu'eux envisageaient à un moment donné de dire que l'habit de Yosef l'habit de Yosef était juste ce qui restait de lui parce qu'il a été dévoré par Chaya Ra'a? C'est à cause du mal que lui disait d'eux. Donc le deuxième Ra'a explique le premier. Et comme ça, on va faire au fur et à mesure. Le troisième va expliquer le deuxième. C'est quoi le troisième? Le troisième, c'est celui de Yaakov. Yaakov, il dit, ah, c'est une bête sauvage qu'il a dévoré. En fait, pourquoi il dit ça? C'est vis-à-vis de ce que eux avaient pensé. On imagine très bien. Eux l'ont pensé tellement fort que Yaakov, sans faire cas du Rashi, de l'explication de Rashi, mais tellement eux l'ont pensé fort que Yaakov va le dire lui-même. Maintenant, le fait que Yaakov le dit lui-même n'est que l'expression de la profonde tristesse dans laquelle il va tomber. Mais à cause de qui, en somme, il est tombé dans cette tristesse? À cause de qui Yaakov a pu dire « Mon fils a été dévoré par une bête sauvage ». En fin de compte, à qui la faute? À Yehuda. À qui la faute que... En fait, vous avez compris qu'il y a eu deux interventions. L'intervention des Rouven. Et Rouven, son but, c'était de le sauver complètement, de le ramener à la maison. Et l'intervention de Yehuda, c'était de s'en débarrasser, de le vendre. Mais on ne le tue pas. Okay? Maintenant, à cause de qui, en fin de compte, Yaakov va souffrir pendant des années de l'absence de son fils? À cause de Yehuda.
Donc, Yehuda a causé la souffrance de l'absence du fils de Yaakov. Comme par hasard, il va avoir un enfant qui va appeler Er, qui sont les mêmes lettres que Ra, qui va mal se comporter, et à cause de ce mauvais comportement, lui aussi va disparaître. Lui aussi va devoir vivre dans sa vie. Que veut dire l'absence d'un fils? Maintenant, qu'est-ce qui a causé ce quatrième Ra? Pourquoi? En fait, maintenant, Onan, pourquoi est-ce que Onan a mal agi? Parce que le premier a mal agi. C'est une chaîne. Alors, cette chaîne, voilà. Bon, cette chaîne, elle est assez intéressante, elle est assez troublante parce qu'elle m'a ramené à des explications qu'on avait abordées l'année dernière. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Er? Pourquoi Er ne voulait pas avoir d'enfant? Il voulait que sa femme reste aussi belle que le jour où il l'avait épousée. Il ne voulait pas qu'elle se déforme en ayant des enfants. C'est ce qui est rapporté dans les textes. D'accord? Bon, ça fait de lui quelqu'un qui a très mal agi. Ce n'est pas des intentions saines. Pourquoi, on a dit tout à l'heure, pourquoi le comportement de Onan a déplu aux yeux de Dieu, ce qui n'est pas marqué sur Er, sur le premier, sur l'initiateur. On explique très, très rapidement. Vous connaissez la mitzvah du hibou, on l'a déjà présenté. Un homme, une femme qui se marient, ils ont ni garçon ni fille, le mari meurt, et elle est censée se marier avec son beau-frère. Maintenant, le but de ce mariage, c'est quoi? C'est que le beau-frère ait avec la dame du défunt un enfant. Cet enfant sera l'héritier du défunt. Ça veut dire que quand il va grandir, il n'aura aucune obligation de faire Kaddish le jour de la Haskara de son père génétique. Mais par contre, il fera Kaddish sur son père qu'il n'a jamais connu. Dans le cadre où le père défunt a laissé un héritage, l'héritage est confié aux autorités, il est gelé, jusqu'à que le fils à qui le beau-frère a donné naissance grandisse et on lui donne cet héritage à lui. Il est l'héritier du frère défunt, il n'est pas l'héritier de celui qui l'a mis au monde. D'accord? Maintenant, hors ce contexte, si ce n'est pas pour ça, qu'est-ce qui se passe? Si un homme il a une relation avec la femme de son frère, Chayav Karet, ça fait partie des incestes. C'est une relation complètement folle. Donc toute la permission, c'est juste pour avoir un enfant à la place du frère défunt. C'était ça le seul but. C'est extraordinaire, ça veut dire qu'en fait, Yosef a refusé les deux. Il a refusé d'avoir des enfants avec Madame Potiphar et il a refusé d'avoir des relations sans avoir d'enfants avec Madame Potiphar. C'est-à-dire que, vous avez compris, le dernier Ra'a vient réparer tous les Ra'a d'avant. Le dernier Ra'a auquel Yosef refuse d'adhérer est le mal réparateur de tout ce qui s'est passé avant. Et au niveau de Er et Onan, alors Er c'est son choix, c'est sa femme, il ne veut pas qu'elle tombe enceinte, c'est son problème. Mais Onan, si tu ne veux pas qu'elle tombe enceinte, ne te marie pas avec elle. Parce que sinon, là, ça devient un désastre. C'est pour ça que c'est marqué Vayera Bein Hashem. Pourquoi D'ailleurs, c'est bizarre parce que qu'est-ce qu'on leur reproche? En français, c'est comme ça qu'on dit, c'est l'onanisme. C'est l'onanisme. C'est bizarre, on ne vous a jamais posé la question. Pourquoi on dit l'onanisme sur le deuxième? Mais on aurait dû prendre le nom du premier. C'est lui l'instigateur. Parce que lui, il est vraiment pervers. Parce que ce qui fait, le fait d'avoir des relations avec sa belle-sœur, c'est quelque chose de complètement immoral parce que ça ne lui a été permis que pour avoir des enfants. Or, il n'a jamais eu l'intention d'avoir des enfants. Donc, il fait, bien entendu, il a le défaut que son frère avait, mais en plus, il a la femme de son frère. Maintenant, avec Yosef, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'avais sorti cette théorie qui avait un peu choqué l'année dernière, enfin pas vous, mais d'autres personnes, qui consistait à dire que Yosef était, on va dire,
était pas loué, non, a voulu, Yosef aurait dû être utilisé par O, c'est marqué Céris par O, comme quoi Potiphar était eunuque, il était plus qu'impuissant, il n'avait rien. D'accord? C'était une façon de par O. Qu'est-ce qui se passe? Les dictateurs, généralement, pour s'assurer de la pérennité de leur puissance et de leur pouvoir absolu, généralement, la technique utilisée pour rester en place, autour de toi, tu prends des bras cassés. Il ne faut pas prendre des gens brillants. On voit ce qui se passe avec Fillon et Copé, machin. Vous comprenez? Sinon, voilà. Sinon, c'est la basse-cour. Sinon, c'est des coqs qui se battent entre eux. Alors, tu prends que des gens. Qu'est-ce qui se passe? En Mitzraïm, c'était beaucoup plus grossier que ce que je vous dis, dans le sens où, si tu veux travailler au ministère du pays le plus puissant de l'époque, il n'y a pas de problème. Il faut enlever tout ça. D'accord? Tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. Tu es l'homme du pays maintenant. C'est l'endroit qui fait miroiter à l'homme sa puissance. Tu n'as plus de puissance. Le puissant ici, c'est moi. À partir de là, Madame Potiphar était très frustrée. Mais elle était doublement frustrée. Elle était frustrée par l'absence physique de son mari, mais pas seulement l'absence physique, l'absence intime de son mari. Mais elle était deuxièmement frustrée, doublement frustrée, parce qu'en plus, elle n'a pas d'enfant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'autre il arrive, c'est le ticket de l'auto. Yosef il arrive, ça explose, les chiffres de partout. Il gagne. Qu'est-ce qu'il se dit? Mais pourquoi pas avoir un enfant? Peut-être maintenant on pourra même trouver une solution à ce problème-là. Yosef, c'est la solution. C'est mon serviteur, il est beau gosse, il réussit, c'est un cerveau, lui il va avoir un enfant. Mais ça sera mon enfant. Ça sera l'enfant de Monsieur Potiphar. C'est ça, le deal c'était ça. Et c'est pour ça que c'est marqué, il va y avoir Baïda à la Sotou. Il est venu faire son travail. Son travail, c'était d'avoir des enfants. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, il a vu l'image de son père. C'est quoi l'image de son père? L'image de la paternité selon le judaïsme. C'est-à-dire que selon le judaïsme, c'est juste impensable de mettre des enfants au monde. En fait, l'histoire, je ne sais pas si ça existe je pense pas que ça existe dans le monde profane. Il y a la mère porteuse, mais il n'y a pas de père donneur. Il y a des donneurs, effectivement, il y a des banques, mais il n'y a pas de donneurs physiques. Alors peut-être, c'est pas déclaré, après ça se fait... ça se fait plus discrètement. Mais en fin de compte, c'est ça. Selon le judaïsme, Yosef a compris, celui qui procrée un enfant, il est obligatoirement le père de ses enfants. Donc il ne veut pas mentir à son patron. Il lui dit, si j'ai des gosses avec ta femme, en deux mots, c'est mes gosses, ce ne sera pas les tiens. Donc il était complice alors. Hein? Il était complice alors. Qui? Potiphar? Potiphar, tu veux dire? Ouais. Complice de quoi? Comme il savait qu'il n'allait pas avoir un enfant avec elle, le seul moyen... Alors non, mais tout change maintenant. Donc c'est quoi l'accusation? Quelle est l'accusation de la femme? Il ne lui a pas fait ce que Potiphar voulait lui fasse. Hein? L'accusation, c'est quoi? C'est justement, il ne lui a pas fait ce que Potiphar voulait faire à sa femme. Non, il n'a pas fait ce que Potiphar voulait que Yosef fasse à sa femme. Oui, voilà. Donc, elle lui avait parti raconter à son mari Qui lui a rien fait. qu'il ne lui a pas fait d'enfant. Ah oui, puisqu'il avait... Il n'a pas fait d'enfant. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça sous-entend. Il n'a pas fait d'enfant, juste. Il refusait de faire des enfants. Il refusait d'avoir une relation, et c'est d'où l'enchaînement avec l'histoire de Yehuda et Tamar. Tu vois, la problématique là-bas, de Er et Onad, c'est qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Et c'est en ça que tout est lié. Jusqu'à que Yehuda se rattrape. En fin de compte, c'est à travers lui qu'il va avoir Péretz et Zérach. Donc il a accepté que, quelque part, enfin, on lui a imposé à ce que ça se fasse, que sa belle-fille ait des enfants, le hymne soit fait, et c'est seulement après que Yosef peut réparer le reste. Mais en tout cas, au niveau de Yosef, ça voulait dire que l'accusation que Madame Potiphar, il refuse de me faire des enfants. C'est pas la même chose que nous on croyait.
Et c'est ça la Ra'a Gedola. Ra'a Gedola, c'est moi je suis loyal. Et je ne peux pas prétendre faire quelque chose. Donc ça veut dire que peut-être il avait des relations, je ne sais pas, autres qu'avoir des enfants avec elle. D'un autre côté, Rachid dit qu'il ne voulait même pas s'arranger à côté d'elle. Il ne voulait pas rentrer en contact avec elle. Il n'y avait pas de contact de chair. Mais d'un autre côté, il y a d'autres midrashim qui ne vont pas dans ce sens-là. Mais qui ce sont... Voilà. Maintenant, ce qui se joue ici, et c'est bon, ça c'est aussi au niveau des mots, on le retrouve. Velo chasach mimeni meuma. Er et essai. Mon maître ne m'a rien enlevé, il ne m'a rien retiré. Comment pourrais-je agir de la sorte? Je ne sais pas si ça fait tilt dans votre tête, mais ces mots-là, ceux qui ont l'habitude de faire les korbanot tous les jours, ça fait partie de leur pain quotidien. On le voit dans la Kedat Yitzhak. Al tishlach yatra el nahar ve'al ta'aslo me'uma. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a la Kedat Yitzhak, c'est entre Abraham et Yitzhak. Mais il y a la Kedat Yosef aussi. On dirait que dans le programme initial, primaire du judaïsme, à chaque fois que je renvoie des circonstances très compliquées pour détacher le fils de son père. C'est ça ce qui se passe ici. C'est-à-dire que Yitzhak n'a pas le droit d'être uniquement le fils de son père. Il doit être un individu en soi. Il doit tout prendre de son père, il doit tout puiser de son père, mais il va en faire sa propre salade à lui. Il va en faire sa propre vie, sa propre raison. C'est ça la Kedat Yitzhak. Avec Yosef, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mots. Quand vous regardez, il y a plein d'indices qui nous amènent à faire le rapprochement, mais un que ces indices qui sont marqués 2 fois dans la Torah, c'est marqué Al tishlach yatra el anahar, on n'en voit pas. Oui, après c'est marqué. Non, voilà, maintenant je sais. Ata yadati ki yeri Elokim ata, maintenant je sais que tu crains Dieu. Velo chasarta mimeni et bincha, et tu n'as pas manqué de m'offrir. C'est le même mot. Ve'al ta'aslo meuma, et de lui faire rien du tout. Le meuma, le chasarta. C'est tous les mots utilisés. Comment il commence le chapitre ici, la même chose. Vayi achar adevarim haele, comme avec Yosef. Dans l'histoire de... Et cette Akedah, elle commence où? Vous vous rappelez, dans l'histoire d'Abraham, il voit l'endroit de loin. Vayar et amakom merachok. Quand Yosef il arrive vers ses frères, ils l'ont vu arriver de loin. C'est marqué la même chose aussi. Tous les termes nous ramènent à faire le lien entre les deux. Et le lien, bon, maintenant, en quoi cela nous touche? C'est ça, c'est qu'il y a un défi qui est lancé à chaque juif, chaque individu, de n'importe quelle époque, n'importe quel temps. Et je vous dis, et je vous promets que ce n'est pas évident de faire ce travail. C'est de recevoir pleinement, de donner tout le respect qui est dû à nos parents, toute l'estime, tout l'amour, toute la reconnaissance qu'ils méritent, bien entendu. Mais sans que cela empêche à ce que tu fasses ta propre vie. Et je ne parle pas ici financièrement, existentiellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dossier, le but du juif, c'est toujours de tout remettre en question. Ce que mon père m'a dit, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour les mêmes raisons que pour lui c'était vrai, que pour moi c'est vrai? Ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est pas vrai. Et je vous promets que les pires choses viennent de là, des fois. Les pires choses dans les foyers juifs, viennent des fois de la tradition. Des fois, on est confronté, généralement, dans le cadre du Shalom Bayit, un juif marie avec une juive, mais il vient avec la mentalité de chez son père, mais sa mère était différente. Et elle vient d'une autre origine, elle vient avec la mentalité de chez son père ou de chez sa mère, et c'est une catastrophe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est sa normalité. Sa normalité, c'était ce qu'il a vu à la maison. Bonne chose, là, t'as pas de personnalité. Attends, tu vis encore à Tlemcen, tu vis encore là-bas, tu es à Paris en 2015. Les choses ont changé. Le statut de la femme au Maroc, c'est pas la même chose que le statut de la femme ici. Alors peut-être faut composer vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de ton temps, vis-à-vis de ta région, vis-à-vis de ta propre personnalité. Vous comprenez? C'est juste fondamental cet enjeu. C'est l'enjeu de la construction personnelle.
sans entamer le moindre dénigrement vis-à-vis de ce que j'ai reçu de mes parents. C'est juste fondamental. Même si vous avez dormi tout le cours et que vous avez juste entendu ça, ça va aller le coup. Dayen. Mais, Dayen, mamash. Il est Dayen, tranquille. Mais bête, ça c'est très important. Parce que je pense qu'au fond, c'est une des façons de comprendre la Akedat Yitzhak. C'est couper ce lien, parce que le chesed d'Abraham, il aurait tué Yitzhak. Le chesed d'Abraham, cette bonté, cette générosité, le fait de couvrir, il couvrait le monde de cadeaux. Alors vous imaginez son fils, qu'il a eu à 100 ans, il l'aurait tué avec sa gentillesse. Qu'est-ce que Yitzhak il a fait? Il dit, je vais faire la même chose que mon père. Le même Dieu, le même Shacharit, Mincha, Arvit, Metfilid, mon Shabbat. Mais pour les raisons complètement inverses. Pas pour l'amour, pour la rigueur. Lui va développer l'extrême opposé. À partir de quel moment ça s'est passé? De la Kedat Yitzhak, où son père a tué, où le père a tué le fils. Et c'est exactement ce qui est. Étant donné que Yosef, qu'est-ce qu'elle a dit la paracha au début? Et les Toldot, voici les descendants de Yaakov. Ah, on croit qu'on va arriver maintenant, grosse paracha, vas-y, Reuven, Shimon, Lévi, non? Et les Toldot Yaakov, Yosef. Pourtant, il y a une famille, c'est un clan. C'est quoi les descendants de Yaakov? Yosef. Et enfin, quand vous réfléchissez à ça, c'est juste phénoménal parce qu'au début de la paracha, on dit Yaakov s'est installé. Tout le monde a l'image de quoi? Bon, du père de famille qui a de la soixantaine, ça va, il arrive à l'âge de la retraite, il s'assoit. D'accord? C'est ça, le Vaïechev, ce que Rachid dit. Il a soupiré. Et il y a eu l'histoire de Yosef. En fait, ce soupir démontre quoi? Au niveau psychologique. Ce soupir, il démontre que Yaakov, il voyait le fait d'avoir une famille, des enfants, comme une charge, comme un devoir. Allez, pas une charge, c'est trop méchant. Comme une mission. Vous savez, ses parents, allez, vivement que tu te maries, tu nous laisses tranquille là, parce que c'est bon, on a sacrifié 20 ans. Moi, je fais un sacrifice. Mais je ne fais pas partie de ton projet. Vous comprenez? Et c'est comment on voit les choses. On a l'impression que Yaakov, il a fait un sacrifice. La preuve, c'est que dès qu'il arrive à l'endroit où son père il est installé, voyez, chef, maintenant je peux souffler. Ça y est, j'ai fait mon travail, j'ai eu mes gosses, j'ai mes femmes, j'ai mon capital. Ah, maintenant on peut étudier. Mais attends, c'est tout ce qui s'est passé, tu t'es forcé? Bah oui, il s'est forcé. Yaakov, Ishtam, le Shevolim. Yaakov. Après, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas qu'il y a un mal dedans, Chas v'Shalom. Mais Yaakov, c'est celui qui a des prophéties, qui parle avec Dieu, etc. Yosef, il ne parle jamais avec Dieu. Il n'a que des rêves, mais il ne parle jamais avec Dieu. Yosef, c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qui a amené Yaakov à voir sa famille comme une charge? C'est le fait qu'il était trop studieux. Ishtam, Yoshev Ohalim. Un homme simple assis dans les tentes. Lui, ce qui l'importait, c'est son livre, sa émouna, son évolution intérieure. Après, ma famille, bon, voilà, c'est un devoir, j'assume. Maintenant, il assumait brillamment, au prochain. Mais c'était juste assumé. Yosef, c'est celui, depuis le début, moi j'ai l'ambition d'être le patron ici, messieurs, il dit à ses frères, à son père. C'est moi qui vais être le patron un jour, vous allez voir. Vous allez tous venir de manger dans la main. C'est-à-dire, lui, il ne voit pas ça comme une galère. Lui, ça fait partie, c'est son projet. Il n'existe qu'à travers le contact de l'autre. En fait, et c'est ça, Yaakov et Yosef, c'est comme une pièce et les deux faces. C'est ça, Yaakov et Yosef. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on dit qu'il y a un midrash qui ramène que Yosef était l'arme que Yaakov pouvait utiliser pour battre Esav. Vous n'avez pas tilté que Yaakov, il bat à plat de couture le malach, mais contre Esav, il ne se bat pas. Contre l'ange de Esav, il défonce. Quand il arrive devant Esav, il se prosterne. Parce qu'il ne peut rien. Parce que Yaakov, ce n'est pas un tempérament qui sort en contact avec les autres. Et Yosef, c'est exactement l'arme qu'il faut pour tuer Esav.
comprenez? En fin de compte, voilà, c'est ce qu'on peut retenir de cette trame extraordinaire, de ces leçons qui sont cachées derrière des simples histoires qu'on croyait complètement anodines ou naturelles. Voilà, l'histoire d'une famille, c'est un scénario parmi tant d'autres. Elles sont juste fondamentales dans le cadre de l'existence et du bon développement de chaque être humain qui vient sur Terre. Quel soulagement, Azak.